enseignants de philosophie et nous avons donc décidé d'organiser cette journée consacrée à un thème HLP, à savoir la violence, en sachant combien effectivement ce mot peut être à la fois confus, vague, et peut-être aussi effectivement une arme rhétorique redoutable, puisque, agrégeant en quelque sorte toutes les négativités, il suffit effectivement que quelqu'un ou un pouvoir puisse se targuer de désigner ce qui est violent pour assurer effectivement son emprise. Bon, nous savons très bien que ce terme peut renvoyer au moins à trois choses différentes. Soit, d'un point de vue psychologique, ça désigne tout ce qui relève effectivement de l'antithèse du bien-être. Donc il suffit effectivement qu'il y ait souffrance, frustration, mise en question de notre identité pour que l'on puisse parler de violence. Nous savons aussi, et ça c'est peut-être plus intéressant, qu'il y a une approche aussi humaniste de la violence, à savoir qu'on peut imaginer des violences invisibles, insensibles, et que le comble effectivement de la violence, c'est lorsque l'individu qui en est victime ne se rend même plus compte qu'il est l'objet de cette violence, ce que l'on appelle l'aliénation. Voilà. Et puis, il y a effectivement une troisième occurrence lorsqu'on parle de violence, c'est le fait effectivement d'une dénonciation et d'une critique. Donc, il s'agira de se demander, par exemple, qu'est-ce que l'on peut appeler un comportement ou un individu violent ? Est-ce que c'est au regard de ce qu'il a pu faire, à savoir qu'il s'en serait pris, par exemple, à ce que l'on appelle l'ordre public ? L'ordre public, je le rappelle, qui n'est absolument pas la même chose que ce que l'on appelle la cohésion sociale. Est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a envie de faire souffrir les autres? Est-ce que c'est quelqu'un, effectivement, qui portera en lui une sorte de disharmonie, une sorte d'inquiétude, qui, éventuellement, s'exprimera à l'extérieur, mais pas nécessairement. Bon. Pour aller très très vite, et je vais laisser la parole, effectivement, à nos intervenants, nous voyons bien combien ce mot, effectivement, il est délicat, difficile, dangereux à manier. Et pour ce faire, nous allons essayer, alors très modestement, durant cette journée, de passer en revue quelques occurrences du terme violence. Et immédiatement, je vais avoir le plaisir de laisser la parole à Monia O'Brien-Castro, qui appartient donc, qui est titulaire au département d'anglais de l'université de Tours, et qui est une spécialiste, effectivement, du problème des gangs. Je ne vais pas énumérer, effectivement, ses nombreuses publications en la matière. Et donc, je lui laisse la parole, et nous allons voir, effectivement, de quel côté est la violence, du côté de ce que l'on appelle les gangs, ou du côté, effectivement, de la gestion politique et policière de ces dits gangs. Voilà. Merci beaucoup, Paulo. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez aussi, au fond. On se sert de cette chose. En préambule de cette communication, qui s'intitule donc de la gestion illibérale des gangs britanniques, le cas des émeutes anglaises de 2011, j'aimerais dire trois choses. D'abord que cette intervention est prévue de longue date, et que toute ressemblance entre la gestion des émeutes anglaises de 2011, dont il est question cette première heure, et la gestion des manifestations que nous connaissons depuis quelques semaines par le gouvernement Macron n'est que pure coïncidence. Vous allez vite comprendre pourquoi. Puis que je reprends dans cet exposé une terminologie propre à la sociologie britannique, pardon. Ainsi vais-je parler de blanc et de noir, ce qui peut être choquant pour des oreilles françaises. Au Royaume-Uni, comme aux États-Unis d'ailleurs, nous utilisons un recensement qui est fondé sur des catégories ethniques, par exemple. Et parler en ces termes est la norme. Nous poussons même le vice jusqu'à distinguer les blancs des personnes nées en Irlande, alors que les personnes nées en Irlande, en grande majorité, sont blanches. Donc, ne soyez ni surpris ni outrés par la chose. Enfin, je remercie chaleureusement Bruno Hubert de m'avoir invité à participer à cette journée d'études. Les émeutes anglaises d'août 2011 sont déclenchées par la mort de Mark Tobin, un père de famille noir de 29 ans, et par la manière dont la police gère le rassemblement pacifique qui s'ensuit devant ses locaux. Tobin, qui fait l'objet d'une surveillance dans le cadre de la lutte contre la violence avec armes à feu à Londres, est tué le 4 août par un policier en état de légitime défense, en tout cas c'est ce que dit le rapport officiel. Les violences se propagent dans 66 municipalités anglaises, dont la plupart figurent parmi les plus touchées en termes de criminalité et de pauvreté, et terrorisent la population entre les 6 et 11 août. Les chiffres, comme vous pouvez le voir, sont significatifs.
Au total, 5112 délits sont commis, dont 68% dans la seule agglomération de Londres. On recense 1860 incendies volontaires et actes de dégradation, 1649 vols avec effraction, 366 actes de violence contre la personne et 5 morts. Les événements se démarquent en ce sens que les pillages prennent des proportions exceptionnelles par rapport aux émeutes des années 80, par exemple. Ils représentent 50% des délits. Et l'agglomération de Londres, Manchester, le West Midlands enregistrent les taux les plus élevés, si bien que ces révoltes sont considérées comme, je cite, un produit de la société de consommation. Les citoyens britanniques connaissent bien cette version moderne des bandes, telles que le MOTS, ici, The Teddy Boys, que constituent les gangs lorsque les émeutes à l'étude éclatent. L'Ouest sauvage made in Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne hors la loi, ce type d'expression est devenu commun dans les médias de masse, entre parenthèses de droite, qui couvre avec voyeurisme tout incident lié aux gangs, en général des agressions ou des meurtres par arme à feu ou arme blanche. En Grande-Bretagne, le terme gang renvoie à une construction américaine connotée négativement sur un plan racial et social, alors qu'une définition bien britannique existe. Je cite, un gang est un groupe d'au moins 3 personnes qui utilisent une ou des caractéristiques qui permettent son identification en tant que groupe et qui se rend coupable de violence en lien avec un gang ou qui est impliqué dans le trafic de drogue. Alors, j'utiliserai des guillemets, que je ne vais pas répéter à chaque fois bien sûr, pour parler des gangs, de façon à insister sur le fait que le terme même ne fait pas toujours référence à de véritables gangs. Ainsi, les gangs britanniques sont essentiellement dépeints par les médias et les politiciens de tous bords, j'insiste là-dessus, comme de dangereuses entités noires évoluant dans les milieux urbains défavorisés. Au lendemain de ces 6 jours de violences inédites, le Premier ministre David Cameron déclare, je cite, « une guerre en règle contre les gangs et leur culture ». La coalition conservateurs-libéraux-démocrates, Cameron-Clegg, considère en fait que les gangs incarnent les crises morales, sociales et populistes liées à l'immigration, au terrorisme et à la drogue. En in fine, ce qui détruit la société britannique. C'est sans équivoque que la coalition interprète les violences d'août comme de la délinquance insensée, plutôt que comme un mouvement de protestation d'en bas contre une sorte de, je cite, une révolution capitaliste d'en haut. Cependant, le gouvernement est-il réellement déterminé à anéantir les gangs ? L'idée maîtresse de notre argumentation sera de déterminer si le gouvernement de coalition n'aurait pas manipulé les citoyens britanniques en instrumentalisant les gangs et le terrorisme de rue associé, qui de fait leur serait apparu comme une bénédiction en temps de scandale politique et de protestation contre les mesures d'austérité. Les gangs n'auraient-ils pas fait figure de bouc émissaire inestimable et indispensable sur lesquels les citoyens terrorisés pouvaient reporter leur attention loin des problèmes générés par le capitalisme néolibéral, à savoir les problèmes structurels profondément ancrés dans la société. Le gouvernement n'aurait-il pas créé une panique morale avec l'aide des médias de masse, en mentant ouvertement à la population afin de justifier une répression sévère des émeutes, ainsi que la mise en place d'une répression sévère, la mise en œuvre aussi maximale de son programme de grande société, Big Society, c'est-à-dire son idéologie politique. L'État n'aurait-il pas ainsi écorné la démocratie et ne se serait-il pas rendu coupable de terrorisme contre une partie de la population pour officiellement la protéger? Et effectivement, serait-il envisageable qu'officieusement, il n'y ait eu aucun intérêt à voir figurer la lutte contre les gangs à son ordre du jour? Nous nous appuierons sur les thèses de Holsworth, un spécialiste du gang britannique, et Loïc Vacan, spécialiste du gang américain, ainsi que sur une étude fouillée de publications scientifiques, rapports officiels, articles de presse, littérature grise, et sur 2 enquêtes de terrain que j'ai moi-même menées au lendemain des émeutes, pour tenter de démontrer, premièrement, que le gouvernement a manifestement utilisé les idées bien reçues, bien enracinées dans la société britannique, de manière à instrumentaliser les gangs, et au-delà de ces groupes, une classe sociale entière. Le but recherché, nous pouvons le supposer, aurait été de manipuler les citoyens et de leur faire croire que les gangs étaient des, je cite, terroristes domestiques, le problème le plus grave auquel la nation était confrontée, en somme, de fabriquer l'ennemi de la nation. Deuxièmement, il s'agira d'établir si, au bout du compte,
le véritable ennemi des Britanniques ne s'est pas révélé être le gouvernement lui-même, épaulé par les médias de masse, j'ajoute de droite en général. En effet, son interprétation des événements et du phénomène des gangs comme étant de nature criminelle l'a, semblerait-il, conduit à punir un pan de la population plutôt que de s'attaquer aux origines profondes de la violence. Officiellement, la stratégie a été pensée pour des raisons sécuritaires, mais officieusement, ces raisons pourraient potentiellement être définies comme purement idéologiques. Donc mon premier point est consacré aux idées reçues au service de la fabrication de l'ennemi. Je commencerai par les gangs britanniques. Le gouvernement Cameron, après ces émeutes extraordinaires, semble déterminé à utiliser son bouc émissaire de choix, les gangs, et le terrorisme de rue qui y est associé, sans restriction. Une série de mythes lui permet de conférer un semblant de fondement à sa prise de position et de mettre en place une stratégie. Premièrement, certains chercheurs considèrent que, je cite, le plus grand mythe est que le gang existe. Selon eux, les gangs sont simplement le produit de l'industrie du gang, comme on l'appelle, c'est-à-dire ces universitaires, politiciens, journalistes de tendance libérale, qui s'intéressent aux gangs et qui parfois, involontairement, donnent l'impression que les gangs, à l'américaine, envahissent le territoire britannique. Et aussi les gangs eux-mêmes, puisqu'ils essayent de bâtir leur propre réputation, leur propre légende. En 2012, on estime à 250, c'est-à-dire à peu près 5000 personnes, le nombre de gangs à Londres uniquement. On leur attribue la responsabilité de 22% des violences graves, 17% des vols, 50% des fusillades et 14% des viols commis dans la capitale. Cependant, le gouvernement avance que les gangs ont orchestré les émeutes et que par conséquent, le gang est une cabale. Alors qu'une autre idée fausse qui concerne les gangs est que ces derniers sont des structures qui se distinguent par leur organisation. Il se trouve que les autorités tentent de manipuler les chiffres, quelque peu. 28% des individus arrêtés sont de prime abord présentés comme des membres de gangs, puis le taux est revu à la baisse, d'abord à 19%, puis à 13%, cette fois pour le pays dans son entier. Cameron est alors forcé de minimiser le rôle des gangs, d'autant plus que d'une part les chiffres correspondent aux personnes qui ont été prises sur le fait, parce que connues déjà en tant que membres de gangs par la police, et ces chiffres donc ne correspondent pas au nombre de participants réels. C'est le cas de 90% des 4000 individus arrêtés sur un total de entre 13 000 et 15 000 émeutiers. D'autre part, la police au niveau régional utilise différentes définitions de gang. Mais la notion de gang, transposée intégralement depuis les États-Unis, avec ses connotations socio-raciales stigmatisantes, reste puissante et est vouée à monopoliser l'attention de la population. Deuxième point, les membres de gangs et les émeutiers sont invariablement des jeunes issus des classes défavorisées et des jeunes noirs issus des classes défavorisées. En Grande-Bretagne, la communauté noire est pathologisée, essentialisée et criminalisée pour des raisons culturelles et morales depuis des décennies. Fin de père, fin FAIM, structure familiale dysfonctionnelle, hostilité envers les figures d'autorité, violence, nihilisme, hédonisme, matérialisme, indiscipline, manque de respect, immoralité et gangster culture figurent au nombre des stéréotypes que l'on associe aux familles noires défavorisées, dont la culture est présentée comme, je cite, défaillante, aux antipodes de la culture britannique et même criminogène. De l'agresseur noir dans les années 70, l'émeutier noir dans les années 80, le Gardaí dans les années 90, aux membres de gangs noirs de l'entre-deux siècles, je cite, l'autre noir, a été utilisé comme victime expiatoire à des fins idéologiques avec grand succès, à tel point qu'il incarne l'ennemi perpétuel de la société britannique. Notons que le concept de, je cite, criminalité noire est né simultanément à la création même de l'expression et qu'il n'existe pas de criminalité blanche. En tout cas, l'expression n'existe pas. Grâce à ces préjugés, ainsi qu'à une autre idée reçue sur les gangs, que les membres appartiennent aux communautés minoritaires, la coalition met en cause un problème culturel. Au sein de la classe politique, l'adjectif même, culturel, est depuis longtemps un euphémisme de race, et plus spécialement de noir. Une référence un peu plus claire pour la population, comme le sont les termes gang et émeutier. Les statistiques officielles viennent contredire les informations
les affirmations du Premier ministre, puisque les émeutiers arrêtés sont des hommes à 89%, âgés entre 10 et 24 ans, à 27%, pardon, à 72% décidément, mais que 40% sont blancs, 39% noirs, 11% métis et 8% d'origine indienne, pakistanaise ou bangladaise. Les émeutiers noirs ne sont de fait pas davantage représentés que les émeutiers blancs, et les chiffres reflètent simplement les populations qui résident dans les quartiers pauvres où les émeutes ont éclaté et où l'on peut trouver des gangs. En vérité, l'adjectif même « noir » désigne un groupe plus large que la communauté noire elle-même. L'historien et présentateur David Starkey exprime clairement cette réalité dans son émission Newsnight sur la BBC, donc une chaîne publique. Il soutient, non sans créer une polémique, au lendemain des émeutes, que la culture noire, je cite, contamine les blancs issus de la classe ouvrière, les chavs, qui correspond aux cassos, comme on les désigne péjorativement, qui de fait deviennent noirs. Le pauvrisme, la discrimination à l'encontre des pauvres, pratiquée par la classe politique, les médias et la population, est bien enracinée dans la société britannique, où la distinction très victorienne entre les pauvres méritants et les pauvres non méritants, je cite à chaque fois, est toujours d'actualité. Le fait que la législation en matière de pauvreté soit fondée sur un lien entre les droits et les devoirs des citoyens en témoigne. Les aides sociales, par exemple, sont accordées si des conditions plus ou moins objectives sont remplies. Le pays refuse d'assimiler le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans sa législation, ce qui exacerbe le dénigrement ordinaire des populations marginalisées et affaiblies au sein de la société dominante et érode tout soutien en faveur d'une politique qui lutterait contre la pauvreté. Cette dernière est comprise comme un choix et associée à une moralité défaillante, ce qui explique que des sanctions injustifiées soient requises, comme nous le détaillerons ultérieurement. L'idée reçue est que les plus mal lotis sont différents, violents, de moindre valeur, et il arrive même aux mieux lotis de critiquer le fait que les plus pauvres partagent des goûts similaires aux leurs. Par exemple, les pilleurs, qui s'illustrent lors des émeutes d'août, sont condamnés de toutes parts pour leur attrait pour des produits high-tech ou des vêtements de luxe, comme si, de façon ironique, leur culture n'était finalement pas si étrangère à la culture britannique. Notons toutefois, d'une part, que 18% des commerces pillés sont des supermarchés et des établissements de restauration, contre 10% de boutiques de vêtements et 12% de magasins d'électronique, et que d'autre part, certains des pilleurs sont issus de milieux très privilégiés. On a parlé entre autres de la fille d'un milliardaire ou millionnaire, je ne sais plus exactement, qui a été pris sur le fait lors des émeutes à Londres. L'héritage à la fois impérialiste et évolutionniste de la Grande-Bretagne permet à la coalition de diaboliser davantage les membres d'une classe prétendument dangereuse, c'est-à-dire 25% de la population à l'époque, indépendamment de leur race. Ainsi, la société dominante est familiarisée avec cette, je cite, « ennemi bien pratique » est disposée à adhérer au discours gouvernemental. Troisième point, les membres de gangs et les émeutiers sont de simples délinquants. Le point de vue de la coalition sur la cause des émeutes est limpide d'emblée. C'est pourquoi elle ne lance aucune enquête publique sur le modèle de celle de Lord's Common en 1981. Seul un comité est constitué. Le rapport qu'il rédige regorge de références victoriennes et thatchériennes aux deux catégories de pauvres mentionnées précédemment. L'affirmation que nous pouvons qualifier de simpliste, selon laquelle la participation à des gangs et des émeutes constitue une activité criminelle, est remise en cause par de nombreux chercheurs et travailleurs sociaux. On les cite. Selon eux, il s'agirait plutôt d'une prise de pouvoir, certes peu orthodoxe, de la part de citoyens démunis, d'une participation démocratique inhabituelle générée par une litanie de difficultés majeures. Dénuement, racisme, marginalisation, inégalité des chances, harcèlement policier, discrimination et désespoir. En d'autres termes, on peut voir dans ces phénomènes, les gangs et les émeutes, l'expression d'injustice systémique. 64% des jeunes émeutiers présentés à la justice proviennent du 5e des zones les plus déshéritées, en l'occurrence. Les gangs, selon ces chercheurs, travailleurs sociaux,
spécialistes, sont créés par la redistribution d'un espace progressivement privatisé qui les exclut des ressources. Ils ont une fonction sociale. Par exemple, ils accompagnent leurs membres dans l'âge adulte, leur permettent de surmonter l'impuissance structurelle, leur procurent une sorte de refuge fondé sur l'attachement territorial au sein de communautés désorganisées, les aident à retrouver une estime de soi, sapée par la façon dont les populations favorisées perçoivent, ou bien par l'échec scolaire, d'autant plus que beaucoup portent en eux l'héritage du colonialisme, et résolvent cette crise d'identité masculine que l'on attribue communément à une structure familiale matriarcale. C'est une référence directe aux familles noires. Les gangs ne constituent pas des organisations politiques durables, puisqu'ils ne présentent pas de revendications claires. Cependant, ils permettent de mettre sur le devant de la scène les problèmes que rencontrent ces citoyens relégués aux marges de la société. Nombreuses sont les études qui, de la même façon, insistent sur les causes socio-économiques des émeutes et sur le fait qu'on peut affirmer que les émeutes, membres de gangs ou non, s'expriment contre la violence structurelle au nom de leur communauté. Le message que les émeutiers d'août envoient dans un esprit communautaire est en définitive politique, même s'ils n'en sont pas pleinement conscients et qu'ils ne le présentent pas ainsi. Le fait est que l'émeute est indissociable d'un vide politique. Elle correspond, je cite, au degré zéro de la mobilisation protestataire, une action violente sans revendication. En somme, certains citoyens, parce qu'ils se situent en dehors de l'espace social organisé, ne peuvent manifester leur mécontentement que par des accès de violence destructifs, irrationnels et cathartiques. L'émeute est manifestement une déclaration subjective sur des conditions objectives. Ce que les exclus savent sans conteste, c'est que la détermination de soi, la possibilité d'interagir sur le plan politique est, in fine, le statut de citoyen actif, leur sont constamment refusés. Ces sujets sont bel et bien dotés d'une conscience politique, mais organisation et union leur font défaut. Par conséquent, le recours à des méthodes atypiques pour exprimer une opinion politique peut être considéré comme indissociable de la quête de la démocratie ou du changement social. Il convient d'ajouter qu'il ne fait naturellement aucun doute que certains membres de gangs et émeutiers sont de simples voyous. Mais la coalition refuse obstinément de reconnaître gangs et émeutes en tant que forme démocratique de participation à la société, en ignorant leur dimension sociale et en proposant en conséquence une analyse néo-sécuritaire. Cameron est conseillé par William Bratton, l'homme qui a combattu les gangs américains, qui clame que les gangs, ces, je cite, terroristes domestiques, doivent être éliminés avec brutalité et que leurs membres ne sont en aucun cas des victimes de l'exclusion. Comme l'explique Chalian, je cite, le terrorisme, c'est la violence des autres, et c'est ce que nous nous proposons de démontrer dans ce travail. La classe politique dans son entier, encore une fois, s'accorde à dire que les émeutes des années 80 ont probablement été causées par la pauvreté, le racisme et les inégalités, mais que cette fois, la situation est différente. Au moins deux arguments nous permettent de réfuter l'interprétation selon laquelle, je cite, les mauvais, les fous et les mauvais qui entraînent les fous sont responsables de cette vague de violence. La citation provient d'un rapport sur les émeutes. Pour commencer, les gangs se mettent d'accord pour mettre sur pause leur guerre de territoire pendant 4 jours et faire front contre l'oppresseur, c'est-à-dire la police et par voie de conséquent le gouvernement. Par ailleurs, les émeutes sont déclenchées une fois encore parce qu'on peut considérer comme une attaque contre un membre de la communauté marginalisée. Néanmoins, à une période où la sécurité prend le pas sur la sécurité de l'emploi et où les peurs des électeurs dictent les politiques gouvernementales, les Britanniques, sensibles à tout risque de violence physique et psychologique, sont mûrs pour accepter sans remise en question la nature du danger et l'identité de l'ennemi que leur présentent les autorités. Ainsi, nous sommes en mesure d'arguer du fait que la coalition exploite une série de mythes de façon à pouvoir instrumentaliser un groupe d'individus stigmatisés depuis longtemps, le sous-prolétariat, au travers des gangs, pour des raisons à la fois culturelles et morales. Au vu des faits, il semblerait pourtant que la véritable menace, le véritable ennemi, le véritable terroriste auquel la société fait face est en réalité le gouvernement. Mon deuxième point concerne donc la criminalité idéologique. Je commencerai par la démarche fallacieuse de la coalition. Le 15 août, David Cameron annonce, en surjouant l'exaspération, nous pouvons le présumer, son intention de s'attaquer à, je cite,
cette maladie criminelle majeure qui a infecté nos rues et nos cités de part et d'autre de notre pays, c'est-à-dire les gangs et leur culture. Le but de Cameroun officiellement est de protéger une population qui, hypnotisée par les gangs, en oublie restrictions budgétaires, scandales et problèmes structurels. Il paraît pertinent de remettre en question cette intention. Nous pouvons présumer du fait que le gouvernement doit se protéger lui-même. L'interprétation criminelle des émeutes requiert logiquement une solution néo-sécuritaire qui doit cibler les gangs et au-delà de ça, les plus pauvres. Criminaliser les émeutes permet à la coalition de garder le contrôle et d'affirmer le lien entre dénuement et contestation. Elle n'est pas sans savoir que de nombreux rapports et études insistent particulièrement sur le lien de cause à effet entre exclusion et comportement antisocial, mais elle est décidée à remettre en question les affirmations des experts en identifiant à dessein, bien qu'officieusement, les mauvaises causes, c'est-à-dire la délinquance pure et dure. Reconnaître le lien submentionné serait, nous pouvons le supposer, une grave erreur. Les gangs, la Libye du gouvernement et la menace qu'ils représentent doivent perdurer. Par conséquent, la pauvreté doit perdurer aussi pour que de tels groupes existent, prolifèrent, et pour que le néolibéralisme le plus dur fonctionne sans heurts. La coalition est donc libre d'imposer et de justifier son programme idéologique en attaquant les victimes de, je reprends l'expression de Cameron, la maladie, l'exclusion, plutôt que la maladie elle-même, comme annoncé au préalable. La pauvreté est un choix politique en l'occurrence, car le budget disponible est utilisé pour réduire les impôts des plus fortunés. Les différentes mesures mises en œuvre, en toute logique, ont pour visée de transformer les gangs et les pauvres en une ressource inépuisable. Pour le dire autrement, ces mesures doivent être inefficaces, contrairement aux apparences. Mon deuxième point portera sur des exemples concrets. La politique de Cameron, fondée sur des mythes, est clairement inspirée du programme de répression des gangs mis en œuvre aux États-Unis. Un programme qui, en dépit d'un financement conséquent, ne règle pas le problème pour la bonne raison qu'il ne met pas l'accent sur la lutte contre la pauvreté. Le fait que le gouvernement britannique décide d'ignorer les initiatives au succès tangible lancées sur son propre territoire ne manque pas d'étonner. Il peut mettre en place des dispositifs tels que la fameuse méthode Kennedy, aussi connue sous le nom d'opération cessez-le-feu, une collaboration entre des chercheurs et des professionnels présents sur le terrain qui implique que les membres du gang doivent être accompagnés pour trouver un emploi ou une formation, ou bien punis en cas de refus. L'expérience est testée à Manchester dès 2002. Autre exemple de réussite, la stratégie de Slotkin qui définit le problème des gangs comme un problème de santé publique. Soigner la violence, c'est le nom de son programme, qui est appliqué par la police de Strathclyde en Écosse depuis 2005, de même que la méthode Kennedy d'ailleurs, part du principe qu'il convient de lutter contre les gangs comme on lutte contre une épidémie, le problème ne relevant pas simplement du maintien de l'ordre. Punition sévère et dissuasion caractérisent l'action du gouvernement au lendemain des émeutes. Il s'attelle immédiatement à réprimer les émeutiers. Sa détermination à appliquer la doctrine de la tolérance zéro le mène à mélanger sanctions pénales excessives et restrictions en termes d'aide sociale. Cette démarche porte atteinte à la nature égalitaire et équitable du système judiciaire, ainsi qu'aux relations entre la police et la communauté, par le biais d'une punition collective en infraction avec la loi sur la protection sociale et la Convention européenne des droits de l'homme. 945 des 1483 personnes déclarées coupables d'avoir participé aux émeutes sont emprisonnées sans délai pour une moyenne de 14,2 mois. Parmi les cas les plus notoires, celui d'un étudiant inconnu des services de police, envoyé en prison pendant 6 mois pour avoir volé une bouteille d'eau de 3,50 livres, donc 3,50 € à peu près, à Lidl, et l'avoir jetée sur les policiers en s'échappant. Ou celui d'une locataire de HLM, mère célibataire, expulsée de son logement parce que son fils est accusé, mais pas condamné, pour avoir participé aux émeutes. Ajoutons que les émeutiers issus des milieux favorisés, mentionnés précédemment, ne sont pas touchés par le retrait d'aide sociale, quelle que soit leur nature. Des moyens colossaux sont investis en termes de perquisition, d'analyse de milliers d'heures de vidéosurveillance et d'appels à témoins, qui permettent de retrouver des biens volés, souvent d'une somme modique, d'une valeur modique, et dans des cités.
et de procéder à des arrestations bien longtemps après les événements. Il convient de noter que parce que la police est critiquée pour son inefficacité à gérer les émeutes, la coalition prend des décisions en lieu et place du chef de la police de Londres. Par exemple, elle impose la tolérance zéro et réinstaure l'utilisation des canons à eau et des balles en caoutchouc à partir du 10 août. Alors, les balles en caoutchouc, c'est très parlant dans la société britannique, puisque c'est ce qui a fait énormément de dégâts lors des troubles en Irlande du Nord. En janvier 2012, le gouvernement renforce le cadre législatif régissant les gangs. Il consolide les injonctions à l'encontre des membres mineurs et instaure une infraction aggravée en cas de possession d'armes blanches, assortie d'une peine de prison. Les adultes reconnus coupables d'un deuxième délit ou d'un délit sexuel peuvent être condamnés à perpétuité. De plus, un mois plus tard, la police londonienne met en place un nouveau Trident Guns Crime Command. C'est un groupe chargé d'éviter la prolifération des gangs, d'identifier des gangs, d'engager des poursuites contre eux et faire en sorte qu'un financement soit attribué aux zones touchées par le problème. La base de données qu'il met en place permet de créer une cartographie des gangs, en attribuant un niveau de risque à chaque suspect. Le fait d'écouter un certain style musical communément associé à la culture des gangs, ou d'avoir été victime de violences en lien avec des gangs, peut expliquer la présence d'un individu dans cette matrice. C'est comme ça qu'elle est appelée, Matrix. La police utilise même les réseaux sociaux pour surveiller et entrer en contact avec des individus potentiellement suspects, au risque d'enfreindre la loi sur les pouvoirs d'investigation de la police. Notons que les services sociaux ont accès à ces données, ce qui leur permet de surveiller de très près les plus pauvres et les encourage à collaborer avec la police et le système judiciaire. En 2017, la liste en question comprend 78% de Noirs, alors que la police du Grand Londres ne recense que 27% de violences commises par cette communauté, 99% d'hommes et un individu âgé de 12 ans, plutôt un enfant âgé de 12 ans. Amnesty International critique ce système en insistant sur le fait que les autorités s'absolvent de s'attaquer aux véritables origines des gangs, avant tout, et d'améliorer les relations entre les jeunes et la police, préférant stigmatiser les jeunes noirs toujours plus. En outre, en 2012, le gouvernement tente de s'attaquer au problème des, je cite, « familles à problème », en insufflant des notions de morale, de discipline parentale et de responsabilité individuelle, dans le but de remettre les adultes au travail et les enfants à l'école. Le programme qui leur est consacré propose par exemple des cours de parentalité, les autorités ayant établi un lien entre déficit éducatif et émeute. Pour résumer la gestion de l'insécurité par la coalition, illibérale au final, car restreignant la liberté de pensée et de comportement, les mesures mises en œuvre ont en partie pour vocation de punir et dissuader les délinquants, ce qui évidemment fait sens. Cependant, elle stigmatise davantage le précariat et sa culture, le qualifie de déviant, criminalise les problèmes sociaux et, plus inquiétant encore, mettent à mal la démocratie. En d'autres termes, le cercle vicieux se renforce puisque les citoyens de seconde classe ont manifestement des raisons supplémentaires de se révolter en intégrant des gangs ou en participant à des émeutes, auquel cas les autorités sont amenées à riposter une fois de plus et ainsi de suite. Troisième point, une répression néolibérale, voire illibérale. De manière à vaincre la culture de la peur qui règne dans les rues britanniques, Cameron, d'une certaine façon, établit la sienne. Tolérance zéro, mesures punitives disproportionnées et discutables, loi durcie, peine de prison plus fréquente, pouvoir policier renforcé et services de renseignement invasifs et tentaculaires, et programmes visant à insuffler des notions de morale modifient ou renforcent les mesures existantes. La coalition remplace l'État-providence par l'État punitif, un État qui, comme le dieu Janus, possède deux visages. D'une part, il se montre libéral et permissif envers les classes moyennes et supérieures. C'est le visage rassurant. Rappelons-nous des scandales politiques en lien avec les dépenses des politiciens ou la corruption révélée par le Murdoch Gate qui font les gros titres à l'époque. Murdoch, c'est un mania de la presse australien. Il détient en gros presque tous les titres au Royaume-Uni. Ces scandales sont donc caractérisés par l'absence de réaction judiciaire. D'autre part, l'État se montre paternaliste et punitif envers les plus pauvres. C'est le visage effrayant de Janus. Droits et opportunités sont refusés aux individus les plus faibles pour des raisons sociales et raciales, et dans le même temps,
ces individus sont contraints de se comporter sous l'égide d'un trope culturel et mis sous surveillance. Ce gouvernement néo-darwiniste, dont la stratégie mélange loi, ordre, valeurs morales et responsabilité, met en œuvre une politique de, je cite, l'insécurité sociale, intrinsèque de la démocratie néolibérale, même si cela signifie empiéter sur l'égalité entre les citoyens et sur leur liberté. En fait, l'État a une fonction criminogène. Il étiquette, criminalise et punit les déviants dans l'intérêt de la classe dirigeante, tout en violant la loi en toute impunité. Les concepts de terrorisme d'État, de criminalité d'État voyou, peuvent être utilisés de façon pertinente pour décrire la coalition au lendemain des émeutes. En effet, tout en étant clairement motivé par les intérêts de l'élite, le gouvernement se dit démocratique, mais commet des actes qui peuvent être qualifiés de criminels à l'encontre d'une catégorie de citoyens et laisse de tels actes être commis contre eux. De surcroît, la coalition a recours à des arrestations, des peines de prison, de la mise sous surveillance, des informateurs et aux forces armées pour dominer, discipliner et punir une population non militaire composée de pauvres et de membres de communautés minoritaires sélectionnés pour être réprimés et dont les opportunités et droits fondamentaux sont reniés. Ainsi, la coalition construit une société, je cite, de sécurité maximale pour éviter les troubles civils indubitablement générés par un manque d'investissement dans l'éducation et la protection sociale. Par exemple, les coupes d'austérité imposées avant les émeutes, fermeture de centres pour les jeunes qui permettent à cette population de rester loin des gangs, de ne pas être tentée par les gangs, coupes dans les budgets alloués aux programmes communautaires au profit du bénévolat, au service de la police ou encore réduction des bourses d'études, résultent en vérité d'une volonté politique et non d'une nécessité économique. Pour finir, corruption, manque de responsabilité, activités qui, bien que légales, exploitent les individus et trahissent leur confiance, caractérisent l'action d'une coalition qui domine les sphères sociales et culturelles et qui peut agir avec la bénédiction d'une population toujours plus intolérante. Les victimes de l'État voyou doivent s'organiser pour obtenir un pouvoir politique, mais la tâche s'avère difficile, car le maintien des divisions entrave les possibilités d'une mobilisation efficace. La division est un dispositif pivot qui permet à l'État de gouverner avec aisance. En fait, seule une classe opprimée unie et organisée peut s'opposer à de l'autoritarisme avec succès. Il est incontestable que le gouvernement intensifie les divisions à deux niveaux, puisqu'il ravive le conflit entre les deux nations, celle des productifs, de biens et services non subventionnés, et celle des parasites, c'est un mot qui est utilisé en sociologie britannique, les plus pauvres. Par ailleurs, l'État renforce le conflit qui oppose les plus pauvres, puisqu'ils sont soumis à la peur des gangs et à la peur du gouvernement. En effet, les gangs et les émeutes sont réprimés par les autorités depuis des années, ce qui a causé un cercle vicieux. La police suspecte toujours plus les jeunes des quartiers marginalisés et le harcèlement qu'elle pratique s'est véritablement intensifié. De plus, les citoyens respectueux de la loi qui habitent dans ces zones défavorisées sont toujours plus stigmatisés et criminalisés. Il ne peut y avoir de démocratie sans conflit, certes, mais la persécution intentionnelle et continue des plus pauvres et de leur culture et l'application d'une punition collective après les émeutes d'août sont susceptibles de garder une grande partie des opposants sous contrôle, alors que d'autres vont sans aucun doute se rebeller en intégrant des gangs ou en participant à des émeutes. Par conséquent, la véritable quête de démocratie entreprise par les gangs et les émeutiers face à un État qui peut être décrit comme méprisant, corrompu moralement, autoritaire, répressif, régressif et irresponsable, un État, je cite, en pleine crise de légitimité, en d'autres termes, un État qui privilégie les profits plutôt que les politiques redistributives de type keynésien, est certainement entravé. Alors que tous deux sont des indicateurs de maux sociétaux profonds, à savoir l'échec de la grande société, donc le projet de la coalition, annoncé comme l'antidote à, je cite, la société brisée, les gangs et les émeutiers apparaissent paradoxalement comme des emblèmes de la cohésion, de la solidarité et du sens de la communauté, alors que le gouvernement représente l'archétype de la division, un État brisé, intolérant. Conformément à leur devoir idéologique, les médias de masse souscrivent au discours anti-gang de Whitehall, du gouvernement. Leur pouvoir indéniable, sans conteste au gouvernement, il est inestimable dans leur mission, en appelant à ce que la tolérance zéro soit appliquée à l'encontre des émeutiers et que l'on s'attache à apporter des bases morales à la nation, en utilisant des mythes
en organisant des campagnes de stigmatisation et de délation, en contribuant à la mise en place d'une, je cite, politique de la peur quotidienne, en théâtralisant la violence, en d'autres termes en manipulant les citoyens et en entretenant le chaos dans le but de soutenir la position gouvernementale, alors que la plupart des violences commises par les jeunes en Grande-Bretagne n'a rien à voir avec les gangs. Comme par le passé, les médias instaurent, je cite, une culture abrutissante pour que s'infléchissent les inquiétudes liées aux problèmes produits par le capitalisme. La population adhère à la propagande, semble-t-il, comme le confirme un sondage réalisé à partir d'un échantillon de 2019 personnes majeures, qui révèle que 88% approuvent les sanctions prononcées contre les émeutiers et les considèrent même légères, que 69% tiennent les gangs pour responsables des émeutes et que 75% soutiennent la police. Les médias de masse se gardent bien de faire référence au lien qui existe entre l'écologie des zones marginalisées et la proportion de jeunes noirs au sein des gangs, ainsi qu'à celui qui existe entre l'abandon social et les gangs. De plus, d'usage, ils ne s'intéressent jamais aux gangs blancs que l'on trouve par exemple en Irlande du Nord. La population locale est très majoritairement blanche, 98%, si bien que les journalistes seraient contraints de mettre en avant des similarités structurelles plutôt que des différences raciales et culturelles. En outre, les médias de masse s'en remettent exclusivement à des experts autoproclamés et de droite pour couvrir les émeutes et expliquer que le phénomène des gangs est dû à la race et à la classe sociale. Les sociologues et autres criminologues n'ont jamais été les bienvenus. En effet, ils auraient argué certainement du fait que les origines du problème sont plus complexes qu'il y paraît. En conséquence, les médias offrent un récit biaisé qui dissimule le fait que la coalition se dérobe à ses responsabilités envers une catégorie de citoyens spécifiques et écorne la démocratie. Ainsi, il nous est permis de présumer du fait que le gouvernement est en l'occurrence, je cite, le terroriste domestique que les Britanniques doivent craindre. Il trompe la population de bout en bout à des fins nuisibles et idéologiques, en détournant leur attention, en les terrorisant avec l'aide des médias de masse, en se soustrayant à ses responsabilités, en imposant son programme de grande société et en mettant en œuvre des mesures contre-productives de façon à légitimiser son idéologie et à s'assurer du bon fonctionnement du néolibéralisme. Dit autrement, je cite, « le capitalisme sauvage comme solution à la crise dont il est lui-même la cause ». En substance, la coalition semble s'être jouée des citoyens en abusant d'un instrument de choix. Elle a menti aux Britanniques concernant la menace à laquelle ils faisaient face, les gangs, alors que l'État et son idéologie néolibérale détruisaient la société. Concernant les individus qui devaient être punis, les pauvres, alors qu'ils étaient, exception mise à part bien sûr, des victimes de l'État. Concernant leur intention, s'attaquer aux problèmes constitués par les gangs, alors qu'elle avait toutes les raisons de les laisser se multiplier. Les gangs, ainsi que les émeutiers, ont incarné une force idéologique plutôt qu'une explication des violences. Comme le posent les théoriciens néolibéraux, les crises doivent être utilisées pour imposer des politiques impopulaires, pendant que les citoyens regardent ailleurs. Les gangs ont été les boucs émissaires parfaits, car ils ont symbolisé une série de mythes liés à la race et à la classe, bien ancrés dans la société britannique, d'une part, un mythe américain importé, d'autre part. Les médias de masse disposaient des compétences nécessaires, en l'espèce, pour soutenir le récit gouvernemental et contribuer à la répression des gangs et des émeutiers, du terrorisme de rue, in fine, alors qu'une population toujours plus intolérante ne remettait pas le discours officiel en question. C'est pourquoi les concepts d'État voyou, de criminalité d'État, de terrorisme d'État sont fort à propos. Un ennemi de l'intérieur, un gang, a pu en effet en cacher un autre, dont la violence physique et psychologique s'est révélée être plus pernicieuse. Identifier les gagnants et punir les perdants constitue un prérequis du néolibéralisme, d'où le fait que la démocratie a été mise à mal à la suite des émeutes d'août. Et, je cite, « La machine s'est accélérée au service de l'ordre public et la sauvegarde des droits et des droits civiques du citoyen a été considérée comme une préoccupation presque obscène. » Des gouvernements inspirés pareillement par Murray, le politologue américain, affirme que l'État-providence maintient les pauvres dans la pauvreté car ils ne sont pas encouragés à en sortir, ont de même qualifié des émeutes de criminels, Margaret Thatcher par exemple,
en dépit de preuves tirées de rapports citant pauvreté, discrimination et inégalité des chances parmi les origines des émeutes de 1981. Scorman avait recommandé l'action urgente afin d'éviter des émeutes ultérieures, mais il n'avait pas été entendu et les troubles avaient vite recommencé, la répression étant à l'ordre du jour. Aujourd'hui, des experts tels que Andrew Newson, le directeur de campagne de l'organisation caritative britannique Howard League for Penal Reform, de même mettent en garde les conditions qui généralement déclenchent les émeutes étant réunies, et les gangs et autres émeutiers potentiels en colère pouvant une fois de plus tenter de négocier leur place au sein de la société dominante, en s'autonomisant et en agissant en tant que citoyens légitimes qui prennent part au processus démocratique, bien que de façon controversée. En conséquence, la coalition a indubitablement réussi dans sa mission, que nous pouvons qualifier de secrète, protéger le néolibéralisme, fût-ce en ayant recours à la violence. Je vous remercie pour votre attention.